Bon, on va pas se mentir, ça a beau être l'été, quand on développe son activité, on a du mal à décrocher totalement. Je sais pas vous, mais moi c'est comme si mon cerveau fonctionnait en back-office, j'ai toujours une idée qui me trotte dans la tête. Ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'été que je prends les plus grosses décisions pour ma boîte. Et si ça marche comme ça pour moi, je me dis que c'est la même chose pour vous. Alors pour vous filer un petit coup de main, je me suis dit que j'allais vous apporter une dose d'inspiration entre deux ploufs dans la piscine. Du coup, je vous ai créé une playlist d'épisodes personnalisés en fonction de où vous en êtes dans votre boîte. En gros, vous répondez à juste 4 questions, c'est-à-dire littéralement 20 secondes, et je vous envoie une playlist sur Spotify à écouter les pieds dans le sable et un Virgin Mojito à la main. Je vous laisse répondre au quiz sur lepodcastdumarketing.com/playlist et on se retrouve pour vos épisodes personnalisés. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 245. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand on veut gagner en notoriété ou quand on veut profiter d'une actu pour faire parler de nous, les relations presse, ça vaut de l'or. Oui, mais bon, qui dit relations presse dit relations, et des relations dans la presse, justement, on n'en a pas tous dans notre carnet d'adresses. Alors comment fait-on quand on n'est pas copain avec Laurent Delahousse et qu'on ne boit pas des coups en terrasse avec la rédactrice en chef de Madame Figaro ? Eh bien, on travaille son pitch média comme un pro. Pas d'approximation avec la presse, le marché est saturé d'informations. Pour que ce soit notre info qui soit choisie, il va falloir mettre les petits plats dans les grands. Mon invitée a fondé une agence de relations presse. Elle sait exactement comment tout ce petit monde fonctionne. Donc préparez-vous à prendre des notes parce qu'aujourd'hui, on rentre dans le dur. Quand faut-il communiquer avec la presse? Avec quels outils? Comment identifier les bons journalistes? Et puis comment les démarcher? Quelles sont les règles de communication? Comment se préparer à une interview? Et comment s'assurer qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire? Bref, on vous détaille toute la stratégie de relations presse. Je vous propose d'accueillir tout de suite Clara Armand de Lille. Bonjour Clara, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir. Écoute, je suis très contente que tu sois là au micro du podcast du marketing. Aujourd'hui, on va parler de relations presse et on va voir comment est-ce que on peut faire pour exister auprès de la presse pour que notre activité, notre entreprise, notre marque, etc. puisse être visible dans ce marché quand même qui est effectivement saturé, complexe en tout cas à percer. Donc tu vas nous donner toutes tes clés pour voir comment est-ce qu'on peut émerger avant de rentrer dans le vif du sujet. Clara, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Tout à fait, je suis franco-américaine et je suis professionnelle des médias. Ça fait maintenant près de 10 ans que j'ai lancé Third Eye Media, qui est ma société en fait, une agence de relations médias spécialisée dans la tech et dans les sociétés de capital risque, mais évidemment avec des sujets qui sont applicables de manière bien plus large. Et voilà, je suis basée à Lisbonne depuis 2015, où on conseille des clients ça peut aller de la phase d'amorçage à des très larges scale-up sur plusieurs marchés et plusieurs langues. Donc ça aussi, c'est une vision qu'on a et qui permet aussi d'affiner les messages clés dès les premiers pas en fait d'une société quand elle se lance dans les RP. Voilà. Ouais, c'est intéressant, tu as une vision vraiment très très large. Pour la petite histoire, là, on enregistre. Moi, je suis du côté de Deauville, toi, tu es en Roumanie. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment extrêmement large et que finalement, le monde est ouvert pour les RP, les médias. Donc, je trouve que en soi, c'est vraiment super positif de se dire que même sur le marché des médias, le monde est absolument ouvert. Clara, si demain, moi, j'ai envie d'avoir une stratégie média. Est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il faut que je travaille dès le départ, auxquels il faut que je réfléchisse? Oui, alors je pense qu'il y a certains éléments qui sont importants quand on va démarrer ces relations médias en tant que société qui est donc toute jeune et pas encore connue. La première, je dirais, qui va de soi, mais c'est de dire ne pas faire de relations médias avant vraiment d'avoir une actualité.
On est dans un milieu très compétitif. Il y a de moins en moins de journalistes dans les news desks. Il y a probablement de plus en plus d'actu, ou en tout cas on a l'impression de recevoir de plus en plus d'actu sur de plus en plus de canaux différents. Et donc je pense que quand on démarre, c'est important de dire ok, j'arrive avec vraiment une actu, quelque chose d'impactant, qui fait que quand je vais démarcher les journalistes dans ce milieu très compétitif où il y a des marques déjà établies avec des news probablement très intéressantes, etc., que je puisse arriver avec une information impactante qui va attirer l'attention du journaliste. Ça, c'est la première chose. Et donc, dérivant de cette idée-là, ou de cette approche, c'est de se dire, ok, préparons les éléments de manière structurée et organisée. Donc, rédigeons un communiqué de presse qui va synthétiser l'actualité de manière très claire et puis sur un ton neutre. En fait, un communiqué de presse, à la différence de toutes les activités de marketing dont ton audience et avec laquelle ton audience est très familière, le communiqué de presse, c'est quelque chose de très neutre. C'est une info à l'état brut. Donc, préparer un communiqué de presse qui sera donc envoyé aux journalistes, et aussi préparer un media kit. Donc un press kit, enfin c'est interchangeable les deux noms, mais en gros qu'est-ce qu'on met dans un press kit? On met des visuels et des informations annexes au communiqué de presse qui permettent d'identifier et de reconnaître très rapidement la société. Donc ça sera des portraits des fondateurs, ça sera des logos, ça sera les biographies des fondateurs et ça peut être des images. Si vous avez un produit qui est digital, une plateforme de commerce, ou si vous vendez vos produits en ligne, etc., on conseille aussi d'avoir des images qui montrent le produit ou le service en plus, et réunir tout ça dans un press kit organisé qui peut être distribué aux journalistes au moment où on leur envoie l'actualité sous forme de communiqué de presse, par exemple. Et ensuite, ça intéresse. Pardon, je te coupe, mais non, mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on pense souvent au communiqué de presse. C'est un petit peu le premier truc qui vient à l'esprit. On se dit, ah bah tiens, hop, là, il faut que j'ai un communiqué de presse. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de dire, il y a le communiqué de presse et d'avoir le media kit au sens de proposer aux journalistes d'autres éléments, des éléments de contexte. Tu parlais des biographies, des choses comme ça, des images, des logos, de façon à ce que le journaliste, s'il souhaite demain faire un papier, il a immédiatement tous les éléments sous la main. Il n'a pas besoin d'aller faire ni des recherches, ni te rappeler pour demander. Au moins, il a tout sous la main. Et toi, en tant que marque, finalement, tu es sûr que ton image va être utilisée correctement, tes illustrations, tes logos, ça va être les bonnes images qui vont être utilisées et pas des choses piochées n'importe où. C'est ça l'idée? Ouais, exactement, parce que par exemple, si le journaliste justement manque de visuel, déjà ça peut faire la différence entre oui je vais couvrir ou non ça m'agace. J'ai 3 autres communiqués de presse que j'ai reçus aujourd'hui où les informations sont nickel et il y a des communiqués, il y a des press kits très organisés, etc. Donc celle-là je vais pas couvrir, déjà d'une. Et de deux, si le journaliste doit aller à la pioche, il peut faire un screenshot de votre logo, il sera basse résolution, c'est l'ancien logo, vous avez changé de logo par exemple et il va utiliser le mauvais, ou faire un screenshot de votre photo LinkedIn qui a 10 ans et c'est pas vos portraits professionnels de fondateurs ou dirigeants d'une société. Et puis dans le cas par exemple donc par exemple dans le cas d'une start-up, qui est ce fondateur qui vient de lever 10 millions d'euros? Ok, donc on a envie vraiment d'avoir un portrait, une biographie, c'est assez important. Et dans le cas, par exemple, d'une société qui vend un produit plutôt de grande consommation, on a très envie de voir le produit, à quoi ça ressemble, quelle est la couleur, quelle est la texture, etc. Donc ce sont des éléments qui sont importants, surtout quand on se lance et qu'on est en train de faire découvrir pour la première fois notre produit ou notre service. Ouais, super important. Donc, on doit avoir une actu. Ça sert à rien de communiquer si on a rien à dire parce qu'il y a plein d'autres gens qui communiquent. Avoir un communiqué de presse qui est neutre. Avoir un media kit pour avoir tous les éléments. Est-ce qu'il y a un 4e élément à avoir en tête? Alors, le 4e élément, j'ai envie de dire, ça va faire l'objet des autres thèmes dont on va parler, mais c'est avoir un minimum de préparation. Il y a un déroulé du démarchage d'un journaliste. Il y a une certaine préparation qui est nécessaire ou en tout cas recommandable pour un porte-parole qui va s'adresser aux médias, préparer ses messages clés, etc. Et ce sont des choses que j'espère qu'on va pouvoir voir ensemble.
Ouais, absolument. Mais oui, c'est vrai que il faut être préparé parce que s'il y a des choses qui se passent, si on envoie, par exemple, notre communiqué de presse et puis qu'on est contacté, c'est mieux effectivement d'être préparé. Alors, moi, tu vois, la première des choses, tu l'as déjà un tout petit peu dite. Comment est-ce que je fais pour démarcher les journalistes? Parce que je présume, Clara, que ça va pas tomber du ciel. Je vais pas, parce que j'ai mon communiqué de presse qui est prêt, avoir des journalistes qui vont venir me contacter. Il faut que moi j'aille les démarcher ou que mon agence média les démarche. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des façons de faire pour démarcher des journalistes? Oui, alors d'abord, encore une fois, ça tombe sous le sens, mais je pense que les activités de marketing, RP et puis même de conseil en général, une fois qu'on a entendu le conseil, ça tombe sous le sens. Mais en tout cas, un des conseils que je donnerais là, c'est d'extraire les messages. Même si on a un communiqué de presse très succinct, il y a toujours des messages clés. Moi, dans le monde de la tech, par exemple, là, cette semaine, nous avons une levée, et donc la levée est de temps, tels sont les investisseurs, on donne les noms des investisseurs un peu réputés, et puis on va dire, par exemple, les fonds seront utilisés pour des lancements produits, des partenariats, le recrutement de tant de personnes dans tant de marchés, enfin voilà, ce sont des sous-news, entre guillemets, qui sont impactantes et qui vont donner aux journalistes probablement le plus d'intérêt pour écrire. Donc, distiller les messages. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a distillé ces messages, c'est développer ce qu'on appelle un pitch, qui est en fait le mail que vous allez envoyer aux journalistes en lui disant voilà, j'ai cette actu, et donc extraire en gros ou écrire de manière très claire les messages qu'on a distillés et vendre cette info. Et donc là, par exemple, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est très très compétitif, vendre l'info le matin même, ça marche pas forcément. Si vous avez un journaliste qui, encore une fois, reçoit 10 à 15 infos par jour et il doit trier et dire je vais écrire maximum 6 articles dans la journée, on recommande de faire ce qu'on appelle pitcher les journalistes sous embargo. Qu'est-ce que c'est qu'un embargo? C'est de dire, en fait, on est aujourd'hui le 23 juillet, le communiqué de presse dont on a parlé tout à l'heure, il est prêt, il a été finalisé, il est validé par toutes les parties, le press kit est prêt également, on a une liste des médias qu'on a ciblés et qu'on va démarcher, et donc on va se dire, ok, on va, sous confidentialité, se donner 5 jours ouvrés pour démarcher les journalistes qu'on sait sont intéressés par notre sujet. Bonjour Jean, bonjour Suzanne, l'info sera publique le 30 juillet, mais sous embargo, jusqu'à 10h du matin le 30 juillet par exemple, je voulais les informer que tel. Et on leur donne accès à l'actualité. Si ce sont des journalistes qu'on connaît, avec lesquels on travaille régulièrement et avec lesquels il y a un rapport de confiance professionnelle, on peut carrément leur envoyer le communiqué de presse et le Media Kit dans sa totalité en disant écoute, voilà, ça sort dans 6 jours. Je voulais que tu en prennes connaissance, toi qui écris régulièrement sur ce sujet X ou Y. Est-ce que ça t'intéresse? Souhaites-tu un entretien avec le fondateur de la société ou avec la personne qui est chef de produit, ou bon, dépendant des cas. Et donc, on fait tout ce travail de démarchage sous embargo qui permet aux journalistes de prendre connaissance de l'actualité avant qu'elle ne soit publique. Et également de dire si oui ou non il est intéressé de traiter l'info et de pouvoir rédiger son article en amont du moment où on va faire ce qu'on appelle lever l'embargo, c'est-à-dire à 10h du matin le 30 juillet, distribuer le communiqué de presse de manière plus large à un groupe de journalistes plus large. Ouais, en fait, ça va permettre aux journalistes finalement de préparer son travail et de pas tomber le jour J où l'info sort, où il va falloir qu'il écrive super rapidement, j'imagine, son article. Donc il y a un côté préparation, un côté effectivement de pouvoir avoir un entretien avec, tu disais, le fondateur, le dirigeant, peu importe, etc. Est-ce que ce terme d'embargo ça donne aussi peut-être plus envie parce qu'il y a un côté un peu exclusif. Est-ce que le journaliste va avoir l'impression que peut-être c'est une information qui va lui être exclusive ou en tout cas à peu de journalistes et que donc il va pouvoir sortir un papier qui ne sera pas partout dans la presse? Oui, alors tout à fait. Et d'ailleurs, tu soulèves une très bonne question de manière indirecte qui est quelle est la différence entre un embargo et une exclue? Donc une exclusivité, comme son nom l'indique, c'est de donner l'information encore une fois, enfin sous embargo, c'est-à-dire pendant qu'elle est encore confidentielle, mais à une seule personne. Alors que quand on indique au journaliste qu'on va lui donner l'information sous embargo, ça sous-entend que
il y a plusieurs personnes qui l'ont. Sinon, on aurait spécifié que c'était une exclue. Et donc, mais de toute façon, avec les embargos, les journalistes savent qu'ils sont privilégiés sur l'info, que c'est pas une quantité énorme de journalistes qui ont accès à l'info sous embargo. Et donc, effectivement, ils vont peut-être y prêter plus d'attention en se disant, ok, j'ai été sélectionné parce qu'il y a ce rapport de confiance, la personne sait que je couvre ce type de sujet, etc. Et donc effectivement, c'est une manière de déjà au nom de la société qui va être en train de distribuer l'information en question, de développer un relationnel avec ce journaliste ou cette publication, puisqu'on est quand même en train de leur donner une information avant tout le monde. Et puis aussi plusieurs choses, de garantir un petit peu plus de couverture, je pense. Et aussi, comme on donne le temps au journaliste de traiter l'info, il peut approfondir, il a en tout cas le temps, il n'est pas au pas de course pour rédiger son papier, donc il a plus de temps et généralement les erreurs ou les rectificatifs dont on a besoin parfois dans des situations de démarchage des médias, c'est souvent par faute de temps. Parce qu'encore une fois, les journalistes sont vraiment débordés d'infos. Donc voilà, pour toute une série de raisons, c'est une bonne idée de démarcher les journalistes sous embargo et parfois de donner une exclue. Alors l'exclue, pour revenir sur la différence, et quand ça s'utilise, donc l'exclue, c'est encore une fois faire ce travail de démarchage en amont, mais avec un seul journaliste. Parfois, c'est parce que l'actu est un peu faible. On n'est pas sûr qu'elle va intéresser comme une autre info ou qu'elle va être en compétition avec d'autres infos. Et donc, on se dit, ok, je vais donner une exclue. Je vais offrir l'exclue à cette publication et espérons qu'elle me dise oui. Mais il y a plus de chances qu'elle dise oui parce qu'elle sait qu'elle a pas, elle est pas en compétition avec d'autres publications. Et si elle dit non, eh ben, on passe à la prochaine. Généralement, avec l'exclu, on va proposer une liste, on va dire, ok, mon top choice, le numéro 1, ce serait telle publication, et sinon j'ai backup numéro 1 et backup numéro 2. Donc, c'est intéressant cette idée. C'est intéressant cette idée que l'exclu, finalement, ça peut être parce que en tout cas dans mon imaginaire à moi, j'allais dire collectif, mais dans mon imaginaire à moi, l'exclu c'était une info ultra intéressante, ultra importante. Et là, ce que tu dis, toi, c'est pas forcément justement, ça peut être une actu un poil faible, et du coup, on va lui redonner de la place et de l'importance à travers l'exclusivité. Oui, c'est ça. Après, exactement, contre toute attente, ça peut être une stratégie, ça peut être un cas de figure où ça peut valoir la peine d'utiliser l'exclu. Il y a d'autres cas de figure. Il y a celui, comme tu disais, une info qui est vraiment intéressante et pour s'assurer qu'on ait une publication vraiment de haut calibre qui la couvre, on va la donner en exclu à quelqu'un qui va en faire un sujet un peu plus approfondi, etc. Par exemple, à un quotidien national ou une situation comme ça. Mais si cette info est très forte, est-ce que ça vaut pas la peine de la partager sous embargo et de se dire, comme ça, j'aurai 2 ou 3 titres quotidiens nationaux et j'aurai la presse spécialisée dans mon secteur et voilà. Si on est, par exemple, on se lance, on est un jeune créateur de mode et on a une énorme actu, je sais pas, j'invente un partenariat avec Karl Lagerfeld ou j'en sais rien, on va vouloir la donner à la presse quotidienne nationale, mais si on peut décrocher Vogue en même temps et Grazia, pourquoi pas? Évidemment. Donc voilà. Okay. Ouais. Tu parlais tout de suite du relationnel. Évidemment, pour pouvoir proposer une exclue ou pour pouvoir discuter avec les journalistes, leur proposer des embargos, il faut, j'imagine, en tout cas c'est préférable d'avoir créé un certain relationnel. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour finalement commencer à créer cette relation avec certains journalistes? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est de bien comprendre quelles sont les publications qui couvrent le type de sujet dans mon domaine et au sein des publications, quels sont les journalistes qui ont tendance à reprendre ce type de sujet. Donc, de manière assez facile, moi j'ai une technique que je conseille souvent à mes clients pour pouvoir faire ça sans que ça devienne un job à plein temps, parce que ça peut très vite devenir, c'est de créer des alertes. Moi, je crée des alertes sur Google avec des mots-clés qui sont souvent les mots clés du secteur sur lequel mon produit ou mon service est axé, et le nom de compétiteurs dans le domaine traditionnel ou dans le digital, des compétiteurs qui peuvent être très disruptifs ou d'autres qui sont archi connus et qui n'ont pas bougé depuis 200 ans sur le marché. Donc voilà, mais ça aide à faire ce qu'on appelle de la surveillance média en pool.
puisqu'on attire l'info vers soi en demandant des alertes. Elles viennent dans notre inbox sans qu'on ait rien à faire. Et comme ça, on peut surveiller les médias et se dire il y a cette publication-là où ce journaliste-là n'arrête pas de couvrir le sujet, ou mon compétiteur, ou à des opinions que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup démarcher ce journaliste, ou alors à des opinions qui sont vraiment pas en ligne avec notre vision. Évitons peut-être cette publication et briefons quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça je pense que c'est une bonne manière de démarcher cette approche au relationnel. Ouais, je trouve que c'est intéressant, effectivement, c'est un conseil tout simple de mettre une alerte, mais ça permet de comprendre, parce que des journalistes, il y en a plein maintenant, ils sont assez faciles à identifier les journalistes, il suffit d'aller sur les sites des différents médias, et puis bien souvent ils sont signés, et très souvent d'ailleurs on trouve leur adresse email assez facilement, parce qu'ils ont intérêt eux à ce qu'on vienne leur proposer des infos, mais c'est intéressant ce que tu dis de dire, si j'ai des alertes sur les sujets d'intérêt pour mon produit, mon entreprise, eh ben, je vais voir quels sont les journalistes qui s'y intéressent. Et bien sûr que j'ai intérêt à proposer mes actus à un journaliste qui a l'habitude d'écrire régulièrement sur ce sujet-là, qu'à un journaliste qui n'écrit jamais ou qui n'a jamais écrit sur le sujet. Il y a quand même moins de chances, effectivement, qu'ils prennent mon papier. Je trouve que c'est un très, très bon tips. Comment est-ce que je fais, tu vois, pour continuer un peu, pour filer ce sujet-là, comment est-ce que je fais pour vraiment discuter avec des journalistes? Comment est-ce que je prépare les choses, notamment par exemple si j'ai obtenu une interview. Clara, on est dans le super le super cas. J'ai obtenu soit pour moi-même, soit pour la personne que je représente, j'ai obtenu une interview avec un journaliste. Est-ce qu'il y a des façons de faire, des façons de s'adresser aux journalistes, des conseils que tu peux nous donner? Oui, je pense que c'est une très bonne question, et ce que ça soulève en fait, c'est la question du média training, ou de la préparation au préalable avant d'aller parler à un journaliste. Et en gros, pour donner quelques conseils de média training, un peu le b.a.-ba, je dirais que la première chose, c'est de se souvenir qu'un journaliste, et a priori une publication également, ils viennent avec un agenda. Ils ont un objectif, c'est de vendre une actu. Et de vendre cette actu en compétition avec d'autres actualités dans leur propre publication, et de manière plus large, vendre cette actu en compétition avec d'autres publications. Donc c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, où la news et le temps réel et le scoop priment, et donc il faut se souvenir que ça, c'est l'agenda du journaliste. C'est s'il arrive à vous faire déraper, avoir un peu de sensationnalisme, ou vous faire dire un chiffre de trop, etc., il le fera, c'est son job. Donc, faut savoir ça. Lui, il a son agenda, et donc, du coup, sachant ça, extrêmement bien se préparer. Préparer ses messages clés. Nous sommes une société X qui a pour vision et mission telle, et aujourd'hui, l'annonce, c'est 1, 2, 3. Faut que ça soit très clair, il faut qu'on sache exactement de quoi il se retourne de notre côté pour pouvoir retomber sur ces rocs, ou ces lieux sûrs, ou ces messages sûrs, entre guillemets. Parce que le journaliste peut être très détendu et sympathique, mais il y en a d'autres qui peuvent essayer de nous bousculer un peu, entre guillemets, avec des questions inattendues, ou des questions, on répond à une question et ils nous la redemandent en la reformulant, etc. Donc se préparer, c'est quelque chose d'important. De notre côté, le travail de préparation, je dirais, c'est de comprendre que avec une actu, on a ce qu'on appelle la top line, qui est en fait le titre idéal qu'on aimerait obtenir dans un article, suivi de trois points clés qui en fait sont comme des sous-messages, et chacun de ces sous-messages doit pouvoir être illustré ou exemplifié avec un chiffre, avec oui, ça peut être un chiffre, ça peut être une tendance du marché, ça peut être un exemple d'actu récente qui est arrivé pour venir en fait appuyer votre point. Donc si vous arrivez à organiser votre actualité de manière très structurée comme ça, bon, je dis trois sous-messages clés, ça peut être 2, ça peut être 4, mais de comprendre qu'on arrive avec une top line, c'est ça l'objectif, c'est de faire repartir le journaliste en se disant ok, ça c'est mon actu, c'est dans telle direction, et de pouvoir prouver ça avec des sous-messages qui à chaque fois ont des exemples pour les illustrer. Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais, le journaliste, il vient chercher une information, il vient chercher des éléments, mais il n'est pas nécessairement conciliant, il n'est pas là pour aller nécessairement dans notre sens. Lui, ce qu'il veut, comme tu le disais, c'est intéressant la façon dont tu présentes les choses, et c'est évidemment très vrai, une fois que tu le dis, ça paraît évident. Il est en concurrence avec les autres médias,
il est aussi en concurrence avec l'agenda interne du média qui raconte plein de choses. Et donc, notre message également. Donc, il va chercher à avoir quelque chose qui va ressortir, qui va être plus visible finalement que les autres. Et ça peut être par du sensationnel, ça peut être par plein de choses. Donc, plus on va être préparé, comme tu le disais avec ta structure, j'aime beaucoup le top line et puis 3 messages clés avec des illustrations sur lesquelles on va pouvoir se raccrocher. Plus ça va être cadré, plus ça va être facile pour nous de savoir où on va, de mener un petit peu la danse et puis de retomber sur nos pattes si jamais ça dérape un peu sur les côtés, c'est ça? Exactement. Et donc, en fait, une autre manière de présenter l'importance de cet exercice, c'est de se souvenir avec un mémotechnique de Amen. A pour audience, M pour message, au pluriel, E pour exemple, au pluriel aussi, et N pour négatif, les éventuelles questions pièges ou renversement de situation ou choses inattendues qui puissent nous arriver, ou les questions qui peuvent nous être lancées par un journaliste. Donc en fait, là, c'est se souvenir à qui est-ce que je m'adresse derrière cette publication, qui est le lecteur. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, mes messages, donc on a notre top line, on a 3 messages clés, les exemples solides qui viennent, exemplifier ou backer nos messages, pour pas qu'on soit juste en train de faire des affirmations sans pouvoir les justifier. Et puis un travail d'anticipation du négatif. Alors souvent aussi ce qu'on fait dans la préparation au moment où on va sortir le premier communiqué, c'est de proposer à nos clients de préparer un FAQ, Frequently Asked Questions, qui peuvent être les questions qui reviennent généralement des médias. Et là, dans ce FAQ, on va anticiper les questions négatives. Oui, donc c'est un petit peu en fait à la façon d'un avocat finalement qui va préparer son client en amont de passer au tribunal et qui va lui dire voilà la partie adverse va chercher à être déstabilisée, voilà le type de questions qui pourraient être posées pour finalement avoir quelque chose d'un petit peu sensationnel. Donc il faut se préparer, aller chercher les questions qui fâchent, les questions peut-être désagréables qu'on peut avoir. Il vaut mieux être préparé avec ces questions qui fâchent que de se retrouver un petit peu pris comme un lapin les yeux dans les phares avec une question auquel on s'attendait pas et qui nous met dans une position finalement de faiblesse alors que peut-être que finalement c'était pas le cas si on avait été préparé. C'est ça l'idée? Oui, complètement. Je pense que si on peut avoir des réponses qui sont très directes et très lisses, mais lisses pas parce qu'on invente et on essaye d'esquiver le sujet, mais tout simplement parce qu'elles sont transparentes. C'est quelque chose que, évidemment, tout se joue au niveau de l'interaction humaine. Les gens sentent quand vous êtes transparent, vous n'avez pas peur de dire, alors oui, effectivement, nous utilisons telle substance ou sur laquelle il y a eu des problèmes, mais la dernière étude montre que c'est le cas pour seulement 2% des personnes, et nous utilisons X et X autres substances pour en fait empêcher que s'active cette cellule, ou je ne sais pas, j'invente, mais voilà, en gros, qu'on ait quelque chose de prêt qui soit tout à fait transparent, c'est-à-dire je mets mes cartes sur la table, en fait. Ouais. Il y a rien de pire, j'imagine, pour la confiance que quelqu'un qui se met à stresser, qui bafouille, qui sait pas quoi répondre et qui finalement est mal à l'aise. Vaut mieux être préparé et authentique et confiant dans notre réponse pour pouvoir assurer la confiance aux personnes qui nous écoutent. D'un coup, le message passe beaucoup plus facilement. Donc, j'aime beaucoup cet acronyme AMEN, audience, message, exemple, négatif. Ça nous permet de nous préparer, d'être sûr qu'on a bien tous les éléments en tête avant de commencer cet entretien avec un journaliste potentiellement. Ok, écoute, génial. Maintenant, j'ai trouvé mes journalistes, j'ai créé la relation, j'ai réussi à obtenir une interview, je me suis préparée, j'ai fait mon interview. Comment je fais, Clara, pour savoir que ça a marché, que j'avais raison de faire tout ça et que j'ai pas fait ça pour rien? Est-ce que on a des façons de suivre finalement nos efforts et nos résultats sur les médias? Alors, je dirais que malheureusement, le grand drame des relations presse, c'est que c'est beaucoup moins mesurable que toute autre activité de marketing. Et notamment le marketing digital. On peut voir les CTR, click-through rates, etc. C'est pas du tout le même exercice avec les médias. Il y a un seul moment, je dirais, où on peut mesurer l'impact des médias. C'est justement le moment où on n'a jamais fait de médias avant et qu'on fait notre baptême de feu. Là, on peut voir une différence. Il m'est arrivé, par exemple, d'aider une société à faire son lancement au Brésil. Et donc, le jour d'avant, elle était inconnue au bataillon, et le jour du lancement, on a eu 12 000 demandes pour acheter. Voilà, donc ça, c'était très amusant.
Mais donc là, c'est le seul jour où on pouvait vraiment mesurer l'impact des médias. Après ça, on envoyait des communiqués de presse, on disait mais est-ce que c'est vraiment les communiqués de presse? Est-ce que c'est le fait que notre partenaire ait fait un peu de pub? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que voilà. Et aussi les journaux aussi impactants qu'ils soient et aussi importants qu'ils puissent être en termes de marque. Enfin, c'est quand même des diffuseurs d'infos dans chacun des marchés. Eh ben, ils sont pas forcément très bons en termes de mesures. Du nombre de visites, dans quelle rubrique est-ce qu'ils ont le plus de visites, sur quel article, enfin bon, je suis sûre qu'ils ont ces unités de mesure, mais en tout cas, s'ils sont très rigoureux, ils ne les partageraient jamais avec nous. Donc nous, après, ce qui se passe, c'est que nous ou notre client, ça peut être l'agence de RP ou ça peut être le client lui-même, peut essayer de mesurer, mais comme on est en externe, entre guillemets, à ces publications, les unités de mesure sont moins bonnes. Donc ça, c'est à savoir. En revanche, on ne saura jamais, mais on peut se douter ou s'imaginer que justement faire une annonce de lancement produit ou une annonce de levée de fonds, ça permet, ça fait monter en notoriété parce qu'il y a quand même ce processus de sélection éditoriale dont on a parlé avant, qui est en gros le fait que si on a été sélectionné par un journaliste dans ce monde hyper compétitif et qu'il a décidé d'écrire sur notre société et couvrir notre actu, c'est quand même un énorme gage de crédibilité par rapport à une autre société très jeune qui n'a pas de couverture presse. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'effet de ça, même s'il n'est pas complètement mesurable, on voit bien que d'avoir une couverture presse quand on est relativement peu connu et qu'on doit négocier des partenariats, tenter de lever des fonds, vendre à des clients qui ne nous connaissent pas, s'ils vont nous googler, ils vont découvrir qu'il y a un article écrit sur nous, etc. Donc, ça crée de la confiance et de la crédibilité, de la notoriété. Et il est indéniable que ça aide dans le développement d'une société. Ça, ouais, j'en doute pas. Effectivement, je pense que quand on fait des RP, on pense d'abord notoriété. Et c'est vrai que la notoriété, elle est difficile à mesurer, à moins d'avoir des vrais gros moyens, de grosses entreprises pour aller mesurer dans le temps l'évolution de la notoriété. La réalité, c'est que de façon générale, et même quand on a des gros moyens, c'est complexe, mais de façon générale, c'est difficile à mesurer, sauf dans le cas que tu mentionnais, effectivement, où c'est une marque qui n'a jamais communiqué avant et d'un coup, elle sort dans la presse, elle va avoir une grosse visibilité. Mais effectivement, le travail de notoriété, c'est un travail essentiel. C'est un travail essentiel pour toutes les marques et même dans le digital maintenant. On a, je trouve, personnellement parfois tendance à un petit peu le mettre de côté dans le digital parce que dans le digital, on va vouloir souvent tout de suite la conversion, aller chercher le clic, aller chercher l'achat et moins travailler la notoriété parce qu'elle se voit moins immédiatement. Il n'empêche que une marque pour vivre dans la longueur avec sa pérennité, c'est la notoriété qui va nous permettre d'avoir cette vision de fond. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième élément qui est vraiment fort et auquel peut-être on pense parfois moins avec les RP, c'est la crédibilité. Bien évidemment que si on est une marque de vêtements, on a créé une nouvelle ligne de vêtements et on a des articles dans Vogue, de fait, on pose notre crédibilité. Si Vogue a parlé de nous, c'est nécessairement que ça fonctionne. Si on est une marque IT et qu'on a un article dans CNET, par exemple, d'un coup, ça nous pose. Donc, évidemment, ça va travailler la notoriété qui est moins mesurable mais essentielle et ça va travailler la crédibilité qui va finalement nous aider pour nos clients. Mais arrête-moi si je me trompe, ça va nous aider pour d'autres choses, ça va nous aider pour des partenariats aussi, peut-être pour des investisseurs, pour toute la vie de l'entreprise finalement. Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, encore une fois qu'on le dit à voix haute, ça paraît d'une évidence à tomber par terre, mais pourquoi cette notoriété, cette crédibilité unique aux médias, entre guillemets? Mais c'est tout simplement du fait que c'est une tierce partie qui écrit et qui relate des informations au sujet de notre marque, de notre entreprise. Contrairement à tous les autres canaux qu'on a à disposition, où effectivement on peut très bien mesurer, mais c'est moi qui parle sur mes chaînes de moi-même. Ça fait pas compétition avec une publication qui décide de relever mon information, qui décide de faire un portrait de moi en tant que fondateur, qui décide de faire une review de mon produit. C'est de fait plus objectif finalement, bien sûr. Beaucoup plus objectif, parce que c'est une tierce personne qui est en plus un professionnel qui est impliqué dans
dans l'information. Parfait. Effectivement, ça vient poser les choses. La personne est plus objective, ne fait pas partie de la société, n'a pas d'intérêt en soi à nous mettre en avant, à moins qu'elle considère que ça vaille la peine d'être mis en avant. Donc, ça a plus de poids. Merci beaucoup, Clara. Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit. Alors, je vais faire ça très, très rapidement, mais pour garder en tête absolument les gros points forts que tu nous as dit. D'abord, tu nous as dit, quand on démarre une stratégie de relations médias, comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a quand même 4 éléments, 4 piliers à avoir en tête. La première des choses, c'est d'avoir une actualité. Ça sert à rien d'aller communiquer à tout bout de champ. Il y a beaucoup de compétition, donc il faut communiquer au bon moment quand on a une actu. Deuxième chose, c'est d'avoir un communiqué de presse qui est prêt. Un communiqué de presse, c'est neutre, ça donne l'information. Avec le communiqué de presse, on va préparer un Media Kit. Le Media Kit, il va proposer des éléments annexes, comme par exemple la biographie des fondateurs, et puis des logos, des images, tous les éléments dont le journaliste va peut-être avoir besoin pour écrire son papier. Et puis, on va se préparer. C'est important, effectivement, de se préparer pour pouvoir proposer les bons messages au bon moment. C'est là où tu nous disais, un journaliste, il va falloir avoir des choses à lui proposer. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir dans sa valise? Il va falloir avoir des messages très clairs. Il va falloir avoir un pitch qu'on va pouvoir faire sous embargo. On a pas mal parlé de cet embargo. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller proposer l'information en avance de phase, de façon à ce que le journaliste puisse se préparer, de façon à ce que le journaliste puisse proposer peut-être une interview, un entretien, et puis de façon à ce que le journaliste sache que il y a quand même moins de compétition parce que tout le monde n'est pas en embargo, n'est pas sous embargo, et donc il va pouvoir avoir plus d'impact avec son article versus la concurrence. On peut aller jusqu'à d'ailleurs l'exclusivité dont tu parlais, où là on donne à un seul média l'information, pour que ce média, s'il l'accepte bien sûr, mette réellement en avant notre actu. Tu donnais une stratégie que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est de dire, bien sûr, l'exclusivité, on peut la donner quand il y a un gros élément sur un gros média qu'on pense qu'il va pouvoir nous porter, mais on peut aussi le faire à l'inverse, quand on a une actu un petit peu moins forte, un petit peu moins présente, le fait de proposer de l'exclusivité va lui redonner plus de pouvoir, finalement, plus de visibilité, donc ça peut être très intéressant. Et puis ce que tu nous disais aussi, c'est d'aller identifier les journalistes. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour identifier les bons journalistes et envoyer l'information aux bonnes personnes? Tout simplement, tu nous as donné un type super applicable, super simple, c'est de faire des alertes sur Google. Si on fait des alertes sur nos compétiteurs, nos concurrents, on va voir remonter les journalistes, les médias qui vont traiter notre sujet régulièrement, et c'est à ces personnes-là qu'on va vouloir envoyer nos éléments. Ensuite, tu nous dis, si demain on a un entretien, une interview qui est prévue, il va falloir se préparer parce que, attention, le journaliste, c'est pas notre copain. Il n'est pas là seulement pour nous mettre en avant, il ne fait pas de la pub finalement, il est là, lui, pour exister au sein d'une concurrence. Et cette concurrence, c'est important de la comprendre. Tu nous dis, il y a la concurrence externe, la concurrence des autres médias finalement, il va vouloir que son article soit visible, même si d'autres médias proposent d'autres articles, mais également une concurrence interne au sein de son média même. Il y a d'autres articles qui sortent, et donc il va vouloir faire en sorte que son article sorte plus peut-être que les autres, ou en tout cas soit visible. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il va essayer de provoquer l'info croustillante, l'info qui va faire que il va se passer quelque chose dans l'article, ce qui fait que peut-être qu'il va essayer parfois de nous faire un petit peu déraper. Pour ça, il faut être ultra bien préparé. Tu nous disais, pour être préparé, il faut déjà être très clair sur ce qu'on veut dire. C'est un top message et 3, 4, mais en tout cas, des points clés qu'on va vouloir mentionner en dessous de ce top message, avec à chaque fois des illustrations pour donner des exemples. Ça peut être des illustrations chiffrées, ça peut être des exemples un peu, j'allais dire storytelling, en tout cas des choses qui se sont passées sur lesquelles on va pouvoir se raccrocher. Et tu nous as donné un acronyme ultra simple pour savoir si on s'est bien préparé, c'est AMEN. AMEN pour audience, message, exemple et négatif, parce que oui, il va falloir se préparer aux fameuses questions un peu difficiles qui peuvent nous faire déraper. Si on s'y est préparé, pour le coup, on va pouvoir y répondre de façon ultra calme, ultra simple, ultra sincère, et ça va passer sans aucun problème. Et puis après, tu nous dis comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Il faut le savoir. Sur les médias, c'est plus dur de mesurer parce qu'on va faire de la notoriété. La notoriété, on le sait, c'est plus dur à mesurer, mais c'est essentiel parce que c'est ce qui va nous faire vivre sur le long terme. Et ce que tu nous dis aussi, c'est que les RP, ça va nous apporter de la crédibilité. Si on a été mis en avant par un grand média, nécessairement, on existe sur notre propre marché et on existera pour peut-être d'autres RP, d'autres médias, mais on existera aussi pour des futurs partenariats,
pour des clients, pour des futurs investisseurs. Donc, c'est extrêmement important de réfléchir aux relations presse de cette façon-là. Clara, j'ai essayé de faire de mon mieux pour redire toutes les infos ultra croustillantes que tu nous as données. Est-ce que ça te convient? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai trouvé ça très, très exhaustif et j'ai trouvé que tu t'es presque mieux exprimée que moi sur mon domaine. Pas du tout. C'est beaucoup plus facile une fois que quelqu'un vient de le dire. Merci à toi, Clara. C'était passionnant et surtout ultra concret, exactement ce que j'aime pour pouvoir le mettre en place. Et ben très rapidement, si on a envie de travailler ces relations presse. Clara, si on a envie d'en savoir plus sur toi, si on a des questions à te poser, si on veut aller plus loin, voir si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Alors, on a un site web qui s'appelle thirdeyemedia.press, P-R-E-2-S. Mon email, c'est clara@thirdeyemedia.press. Et puis, je suis évidemment sur LinkedIn. Eh ben super. Voilà. Écoute, je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à contacter Sarah si vous voulez en savoir plus. Merci Sarah, t'es là. Clara, pardon, excuse-moi. Clara, merci Clara, tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Un grand merci Clara de nous avoir livré les clés de la relation presse et de nous permettre maintenant tout simplement de pouvoir prévoir le travail qu'on a à faire pour discuter avec des journalistes et puis communiquer, promouvoir notre marque, nos actualités via la presse. Un grand merci à toi Clara. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez encore un petit peu plus, je vous propose de rejoindre les 10 000 personnes qui reçoivent la newsletter du podcast du marketing. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou vous cliquez sur le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.